Depuis le plan informatique pour tous, dans les années 80, le cartable numérique est demeuré un vœu pieux. L'arrivée de l'iPad, la pratique du distanciel suite au Covid et l'émergence de l'IA vont-elles changer la donne? Faut-il aller jusqu'à enseigner le code? À l'inverse, ne faudrait-il pas plutôt réduire le temps d'écran des enfants? Débat en compagnie de Brice Parent de l'école alsacienne qui a déployé 1500 iPads pour ses élèves de la 5e à la terminale. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ERLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, il faut qu'on break, il faut qu'on casse l'algorithme de YouTube et pour ce faire on a besoin de beaucoup de likes pour faire monter On refait le Mac dans les suggestions de vision et dans les... N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Un salut comme chaque semaine particulier aux membres du club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. C'est un abonnement payant, vous soutenez ORLM et ses équipes et en contrepartie l'émission est accessible rien que pour vous en direct 24 heures en avance. Vous pouvez poser des questions, échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom, en Discord et venir ici au village Baïséa assister à des enregistrements en coulisses. Vous verrez, c'est pas piquer des verres pour régler tous les problèmes techniques qui nous arrivent jamais. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu passer à l'écran. À mes côtés en plateau, il nous fallait un spécialiste de numérique et d'éducation, un enseignant bien sûr. Brice Parent, bonjour Brice. Bonjour. Brice, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, vous êtes prof de lettres, je crois. Vous êtes surtout directeur adjoint de l'école alsacienne, qui se veut très en pointe en matière de numérisation des cours et d'apprentissage. Oui, et bonjour, je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, très en pointe, je ne sais pas si je dirais très en pointe, c'est simplement qu'on a une utilisation du numérique efficace. C'est pas le plus important, le numérique, on pourra en parler tout au long de l'émission. C'est un plus, c'est un apport. C'est un outil. C'est un outil, exactement, c'est le bon mot. Aujourd'hui, l'école alsacienne, c'est plus de 1800 élèves, c'est ça? C'est ça, 1830 élèves, de la maternelle jusqu'à la terminale. 1250 collèges et terminales. Et donc de la 5e à la terminale, on l'a dit dans le sommaire, 1500 iPads, c'est ça qui ont été distribués? Oui, pour les élèves, donc de la 5e à la terminale, et aussi pour l'ensemble des professeurs, parce que c'est avant tout les professeurs qui s'en servent avec les élèves. Il ne faut pas oublier les profs, bien sûr. On aura l'occasion, donc vous verrez juste après le plusiomètre, de vous raconter un petit peu cette histoire et ce chantier qui pourrait faire, sans jeu de mots, école, du moins j'espère. Voilà, bien trouvé celle-là. L'homme qui aide les syndics de copropriété à ne pas aller en prison, tu n'as pas changé cette semaine? Non, je n'ai pas changé cette semaine. Laurent Pantanat, bonjour Laurent. Bonjour tout le monde, bonjour à tous nos auditeurs. Et si vos syndics de copropriété nous ont pas mis tous les documents, c'est-à-dire les règlements de copropriété, les EDD et les modificatifs, dites-leur de m'appeler. Alors, je lis sur mon prompteur le pyrotechnique Stéphane Zibi. Pourquoi pyrotechnique Stéphane Zibi? Je ne suis pas au courant. Quelqu'un a encore piraté mon script, c'est ça? C'est exactement ça. Je découvre en même temps que toi. C'est-à-dire que tu fais feu de tout bois, c'est ça? Certainement. Bon, aussi, tu as un spécialiste de l'éducation numérique parce que tu diriges Ionix, qui est une école 100% numérique aujourd'hui. C'est ça, Stéphane? Oui. Et on a cherché surtout à digitaliser tout ce qui pouvait l'être pendant le Covid. On en parlera un petit peu au sein de groupe Ionix, qui est un des plus gros groupes d'éducation privée post-bac. Voilà. Merci Stéphane. Quant à lui, il vient tout juste de sortir de l'école, du moins à croire le nombre de jouets qui sont derrière lui. Le Uber Geek Tastic et Christophe Degrave. Bonjour Christophe, d'Underside bien sûr. Underside. Bonjour Christophe. Salut tout le monde. Il n'y a pas de Pac-Man, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a d'habitude? Il y a des Star Wars. Ils sont juste devant moi, en fait, des Goldorak, des Pac-Man. On les faire plus sérieux cette fois-ci. Oui, effectivement, c'est pour ça, parce que je me suis dit, on va faire une émission sur l'école, sur l'éducation, donc on est obligé de faire sérieux, quoi. Voilà, et sachant qu'Underside est un acteur important aussi en Belgique, des déploiements de parcs de Mac, on en parlera notamment tout à l'heure. Il serait intéressant d'avoir un petit peu la situation de la Belgique par rapport à la France avec toi tout à l'heure, Christophe, si tu le veux bien. Je vous propose qu'on commence un bref retour dans l'histoire de l'Apple Éducation, car c'est une vieille histoire.
Laurent, Apple et l'éducation, c'est une vieille histoire. On parlait en préambule du plan informatique pour tous. Voilà, on était tout petits. Gouvernement Fabius en 85, mais les années 80, il y avait vraiment un programme une volonté, en tout cas, sous l'ère du président Mitterrand, de numériser les écoles. C'est le fameux plan informatique pour tous qui a marqué toute une génération, en tout cas la nôtre. L'initiative de Jean-Jacques Schreiber, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Ouais, je crois que c'était 1,8 milliard de francs, dont 1,5 rien que pour le matériel, quoi. Donc, t'imagines. Et le vrai sujet, alors c'est le rendez-vous manqué entre Apple et l'école française, parce que le Mac, le Mac et l'école française, parce que c'est vrai que le Mac avait cette espèce de modernité par rapport à tout ce qui existait, je dirais, sur le marché, la souris, le côté graphique, 84, oui, 84, exactement. Et de toute façon, c'est dans les années qui ont suivi, 85, 86, 87, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Steve Jobs et John Sculley, donc qui était l'ancien patron de Pepsi, qui avait rejoint Apple, ont rencontré François Mitterrand, quoi. Ouais. Non, mais je veux dire, a posteriori, on prend le recul, on se dit waouh, c'était ce qui montre aussi une certaine modernité de Mitterrand. On a oublié les jeunes générations, tout ça, mais il y avait quand même cette volonté de changer un peu les choses. Et Apple avait dit qu'ils étaient prêts à construire une usine en France. Imagine comme l'histoire aurait été différente, et finalement, bon, c'est un autre choix qui a été fait. Préférence nationale, les fameux Thomson. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, oui, non, je peux juste dire, si vous lisez la biographie de Daniel Mitterrand, ouais, elle fait état de la rencontre avec Steve Jobs, justement. Pas très bien passé. Et ça s'est pas très bien passé, c'était exactement ce que je voulais dire. Et donc, c'est peut-être à cause de cette orageuse rencontre. Non, je sais, mais peut-être encore, ça a accentué peut-être cette orageuse rencontre que, voilà. Alors à l'époque, on parlait des machines. Alors, je ne sais pas si ça t'a marqué de ton côté en Belgique, j'imagine moi, Christophe, mais donc le choix s'est porté vers Thomson, vers Goupil, vers Bull, qui étaient les trois fleurons, les trois constructeurs nationaux de matériel. C'était plutôt du matériel qui était je dirais pas obsolète, c'est un peu exagéré, mais par rapport à ce qu'on a vu avec le Commodore 64 à l'époque, Christophe, c'était pas encore, c'était pas vraiment les meilleures machines du marché, les TO7 et les MO5. Des canasses. Du côté de la Belgique, dans les années 80, les écoles étaient quand même pleines de Commodore 64, Commodore 128 et autres. Un autre Commodore 64 national. Voilà. Et on programmait quand même. C'était très novateur pour l'époque. C'est sûr. Et on programmait en BASIC, d'ailleurs. En logo. Sans logo, le TO7 c'était du logo. Ouais. Non, bien sûr, mais donc. Puis on a eu le MO5, regarde la pub qu'on a retrouvée, qu'on a trouvé sur YouTube du MO5, qui était la version compacte, qui s'est beaucoup vendue, qui a équipé beaucoup d'écoles. Voilà, mais. Alors c'est différent à l'époque, Brice, l'approche de l'éducation nationale. Elle est différente de ce que vous faites aujourd'hui au sein de l'école alsacienne. L'objectif n'était pas de faire de l'ordinateur un objet pédagogique comme aujourd'hui, mais plutôt d'en faire une vraie matière. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens. Alors, une vraie matière, c'était quand même réservé à certains élèves. Moi, j'étais élève à cette époque-là. Moi, j'ai fait sur des TO7. Jeune, enfin. Oui, pas tant que ça. Sur des TO7, je faisais du logo, mais c'était un club informatique au sein de l'établissement. Ouais. Et j'ai l'impression que c'était quand même pas tous les élèves. C'était un plan important, mais qui touchait pas l'ensemble des élèves. Et il n'y avait pas forcément... c'était souvent un prof qui était choisi, qui avait une fibre un peu technologique, et pas forcément une... Voilà. Mais le logo, c'était un super langage à l'époque, avec la petite tortue, c'est ça, je me souviens bien, et qui a formé beaucoup de jeunes au code, et vraiment, dans les années 80, on a trouvé ça également sur une chaîne YouTube, regardez, qui a vraiment beaucoup démocratisé le logo et la programmation au début des années 80 sur les MO5, et puis c'était une solution qui était en réseau, donc c'était très en amont, très en avance, et puis évidemment ça a été plutôt un échec puisque le système n'a pas évolué, c'est ça la difficulté, c'est que c'était des machines qui étaient fermées, donc c'était parfois un petit peu compliqué, mais c'est vrai que c'est un plan qui a beaucoup marqué l'histoire en France, l'éducation nationale de manière générale, mais qui, paradoxalement, a rendu peut-être un peu méfiant par la suite les profs, parce qu'il y a eu beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, qui ont été, on peut le dire, déçus à l'époque.
Oui, moi j'ai l'impression que d'abord comme élève, comme étudiant, puis ensuite comme professeur, puis comme directeur, il y avait beaucoup de choses qui ont été faites dans ces années-là et que ça n'a pas forcément suivi et que l'éducation nationale a peut-être eu un peu de mal à prendre le train en marche. Désormais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font. On a les outils pour. Surtout. On a les outils pour. Il y a énormément d'établissements scolaires qui font des choses. Il y a énormément... l'éducation nationale fait beaucoup de choses aussi. C'est loin d'être parfait, mais voilà, je pense qu'on essaye... l'éducation nationale, les établissements scolaires essayent de faire quand même pas mal de choses sur la question du numérique. Laurent, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que en fait, c'est un mal français. Hein. Je vais essayer d'être factuel, parce que après, dans les commentaires, je me fais lyncher en disant. Mais non, j'ai l'impression que la France a beaucoup fonctionné. Il y avait le plan quinquennal. On est bien ces idées de se dire à un moment donné, on lance un grand programme. Et donc on lance un grand programme et finalement. Centralisé, hein, c'est aussi pour ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Et le problème du grand programme, c'est que souvent on a une vision. Et on a des problèmes dans l'exécution sur la durée. Parce que dans l'absolu, que tu aies un MO5, un TO7, un Goupil ou quoi que ce soit, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, disait Alfred de Musset. Alors j'ai un expert à côté de la littérature et je veux pas trop m'avancer sur les citations littéraires, mais c'était ça. En fait, c'était pas l'ordinateur qui aurait dû avoir son importance. Ouais. C'était plutôt... Là, on a vu, c'était 1,3 milliard sur 1,5 milliard. Il aurait presque fallu que ce soit, tu vois, une proportion très différente pour qu'on parle d'usage, de qu'est-ce qu'on allait en faire, comment on allait le faire, qu'est-ce que ça allait produire comme effet, toutes ces choses-là. Et il n'y avait rien. Ouais. Puisque tu as l'image, Christophe, donc tu en parlais brièvement tout à l'heure en Belgique, si on pouvait comparer avec ce qui s'est passé en France, quelles étaient un petit peu les actions qui étaient menées dans les années 80 ? Oui, donc effectivement, c'est ce que je disais. Chez nous, c'était Commodore en fait qui occupait beaucoup la place, et c'est pour ça que je parlais de BASIC en fait pour le Commodore. Hein, donc je confonds pas le logo et le BASIC. Et donc effectivement, Commodore 64, Commodore 128, et puis après, dans les années qui ont suivi, ça a été le monde Apple qui est arrivé avec entre autres le Education Mac, le eMac, le iMac en anglais. Et qui a été suivi par la suite en fait par ce qu'on a appelé les cyberécoles. Et les cyberécoles, c'était un choix entre PC ou Mac, et beaucoup d'écoles aimaient bien prendre du Mac. Ouais, et au-delà, Christophe, Stéphane, le marché de l'éducation a été pendant longtemps un marché privilégié pour Apple, qui l'a même sauvé parce que c'était un marché très lucratif quand ça n'allait pas bien dans les années 90. Donc Apple a toujours été un acteur très fort dans ce domaine. On se souvient dans les années 90 et 2000, l'arrivée de ces armoires numériques, ces petits chariots numériques dans lesquels il y avait des iBooks. Ça m'avait marqué, moi, à l'époque. J'étais déjà dans la presse Mac, ça ne rajeunit pas. Je ne sais pas si ça a tellement marché. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'établissements qui ont adopté. Il y avait une volonté, mais je crois que c'était très cher et pas forcément très pratique. Bref, 40 ans plus tard, vous l'aurez compris, depuis le lancement du plan informatique pour tous, le cartable numérique reste encore un vœu pieux, on l'a dit en sommaire. Quels sont les freins à son adoption ? C'est le sondage qu'on vous a proposé cette semaine sur le compte Twitter d'On refait le Mac. Quels sont les freins à l'adoption du cartable numérique ? Vous êtes près de 30% à répondre le manque de moyens, 29,1%, formation prof, pédagogie, 31,5%, la phobie de la tech. Parce que oui, 10,9%, et le temps d'écran des enfants, qui est assez contemporaine comme prise de conscience, et c'est tant mieux, 28,5%. Alors, quels sont les freins ? Je vous propose qu'on fasse le point ensemble des freins aujourd'hui à l'adoption du numérique dans l'école. Regardez cette question sur Twitter de Aurélien du XXe siècle. Voilà, il est resté au siècle dernier. En France, nous sommes frileux à l'adoption du cartable numérique pour une raison simple, la peur de casser le rapport professeur-élève, alors qu'il peut y avoir corrélation avec l'outil numérique et l'enseignante. Messieurs, est-ce que les freins sont historiques, je dirais ? Vous qui êtes prof, Brice, est-ce que les principaux freins viennent de l'interne ? Stéphane, Brice, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je ne sais pas, je laisse Brice quand même. Alors, je dirais que les freins, avant toute chose, à mon sens, c'est déjà de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Et je ne suis pas sûr que dans chaque établissement, et même que dans chaque projet, on se dise vraiment, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Et si un projet numérique n'est pas construit, évidemment, ça ne peut pas marcher convenablement. Donc, c'est déjà savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Nous, quand on a réfléchi dans notre établissement, et je pense qu'il y a plein d'établissements qui, voilà, comme ça, de la
même manière réfléchissent. On s'est dit qu'il y avait une éducation au numérique qui était absolument indispensable pour les élèves. On a parlé de temps d'écran, on en reparlera, c'est un point fondamental. On s'est dit aussi qu'on essayait de promouvoir une pédagogie active dans notre établissement depuis sa création, et que le numérique, c'était justement l'occasion de faire plus de choses, de donner plus de possibilités et plus de capacités à agir en classe, et donc que ça allait bien avec la pédagogie dont on avait envie. On s'est dit que ça pouvait développer la créativité, on s'est dit que ça pouvait aider les élèves à coopérer les uns avec les autres. Accessoirement, on s'était dit aussi que ça allégerait le poids des cartables, parce que voilà, ça c'est quand même un sujet. Et puis, au fur et à mesure, on a découvert que ça pouvait également aider des élèves en situation de handicap ou des élèves qui avaient certains troubles des apprentissages. Et ça, c'est un point qu'on a ajouté en fait à l'idée et au projet. Je pense que voilà, déjà se dire pourquoi. C'est-à-dire que si on a des ordinateurs, des iPads ou tout ce qu'on veut, mais qu'on ne sait pas pourquoi, très franchement, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas eu de résistance particulière de la part de vos collègues enseignants à l'arrivée des outils numériques ? Si, bien sûr, il y a eu une résistance. C'est-à-dire que d'abord, on a construit le projet avec les professeurs. C'est vraiment un travail d'équipe. Et dans tout établissement, je pense que ça doit être un travail d'équipe. C'était à l'initiative de professeurs. Moi, j'ai simplement accompagné des professeurs pour faire ça. Mais d'autres collègues étaient beaucoup plus réticents. Et ça se comprend parce que ça induit des changements de pratiques pédagogiques dans les classes. C'est pas quelque chose qui est neutre. Donc, oui, bien sûr qu'il y a eu des résistances. Et on a réussi tous ensemble à aller au-delà de ça. Stéphane, tu as fait le même constat. Bon, toi, tu c'est plus pour des universitaires, je dirais, mais tu as fait le même constat avec les profs au niveau de Ionisix, même si Ionisix, on le répète, c'est plutôt un... c'est pas seulement Ionisix, c'est tout le groupe. Ouais. C'est tout le groupe qui a été touché. De toute façon, on en parlera, mais il y a un avant et après Covid de toute façon. Mais on a vu, il y en a certains il n'y a pas eu de problème pour eux, et pour d'autres, ça a été la cata. C'est-à-dire qu'il y a un problème de formation, tu veux dire, en termes autour des outils numériques au sein de l'éducation nationale, au sein de... Alors, je vais pas être politiquement correct, mais pardon Brice par avance et à toute la profession, mais c'est vrai que pendant des années, même encore aujourd'hui, les professeurs ils parlaient, les élèves n'écoutaient ou écoutaient peu, et c'était pas dans une interaction totale. Les profs pouvaient sortir même des cours qui dataient de 15 ans. Personne venait les contrôler. Et c'est sûr que le numérique est venu un peu bouleverser tout ça, parce qu'on était d'un seul coup, on pouvait tout voir ce que pouvaient faire les professeurs. Et donc, c'est sûr que les professeurs n'ont pas eu le temps aussi d'adapter et de voir que les enfants en particulier, quel que soit leur âge, trouvaient d'autres façons de pouvoir apprendre. Et c'est sûr que les nouveaux formats, aujourd'hui, il y a des cours qui sont très bien sur YouTube, sur TikTok. Et les enfants, ils y vont et ils apprennent des choses. Donc, ça peut paraître peut-être bizarre, mais et donc c'est sûr qu'il y a une adaptation à faire. Et cette adaptation, on n'a pas eu trop le temps. On a été à marche forcée avec le Covid. Le Covid est terminé ou quasi terminé, mais on ne va pas se remettre en arrière, ça c'est sûr. Mais il faut bouger, quoi. Quand j'ai eu 30 ans, en 2005, peu avant, j'ai repris les études. Alors, moi, vous connaissez mon âge. J'ai repris les études et j'ai fait un master spécialisé en e-business. Et une des demandes qui était faite, c'était que chaque élève soit doté d'un ordinateur. Donc c'était soit tu en avais un. E-business a priori. Oui, bien sûr. Mais soit tu en avais un et soit tu pouvais faire sélectionner une machine sur la liste de l'école. Et je me rappelle que les gens qui venaient, les intervenants, étaient assez perturbés parce qu'on prenait nos notes sur l'écran. Et je me rappelle dans leur regard, ils étaient perturbés. Il y en a plein qui avaient envie de nous dire fermez vos écrans, écoutez-moi, parce que finalement, tu sais pas si la personne elle est vraiment en train de noter ce que tu es en train de dire ou de jouer à un jeu sur son écran. Et c'est très perturbant. Et puis je me suis retrouvé de l'autre côté je passais de l'autre côté du miroir avec mon partner in crime Warit que tu connais. On donne un cours sur l'IA à la Rennes School of Business aux exécutifs MBA et on a des gens qui ont entre 30 et 45 ans devant nous et on fait le cours et ils ont leur écran ouvert. Et c'est très, très perturbant parce que tu sais pas s'ils sont là. De temps en temps, il y en a un qui fait un truc et tu vois que tout le monde rigole. Tu te doutes bien qu'ils sont en train de s'échanger quelque chose et tu sais pas si
objectivement, c'est perturbant, c'est dur, mais je crois que c'est le sens de l'histoire, quoi. C'est, tu vois, cette numérisation de la relation. Je voudrais rajouter, je suis désolé parce que de ce tunnel que je fais, mais Brice m'a gentiment invité à assister à un cours dans la préparation de cette émission où je suis allé voir l'organe respiratoire du criquet et le professeur qui faisait ce cours disait c'est pas la partie la plus intéressante de l'année. Et si ce cours-là, je le fais pas d'une manière ludique en impliquant les élèves d'une certaine manière, je vais les perdre. Et il faisait un escape game avec des iPads comme support, parce que comme documentation, et c'est un escape game. Et les gamins, je les ai discutés avec eux à la sortie, donc ils ont l'âge de mon fils, hein, donc ils étaient en 5e, ils ont 12 ans. Et ils avaient la banane. Et la personne qui a gagné, c'était une personne, tu as utilisé le terme, je ne sais pas comment, en situation de difficulté, qui était accompagnée. En situation de handicap, oui. Handicap, qui a gagné, qui a trouvé la solution, qui a du coup sauvé tous les autres élèves. Mais moi, j'ai vécu un moment d'une émotion, mais intense, quoi. Je me dis, mais j'aurais rêvé d'avoir cette relation, même pas seulement au professeur, qui était ta question, hein. Est-ce que la relation change, mais même à l'éducation, quoi. Je trouve ça génial. Moi, je dis, le numérique apporte quelque chose d'hyper novateur, quoi. Regarde cette réaction sur Twitter d'un prof, Gaël Varlet, pardon. Super sujet, les amis, enseignants et correspondants numériques pendant quelques années. Je peux vous dire que pas mal d'enseignants étaient perdus face aux outils proposés. Quant au matériel tellement inégal d'une ville à l'autre, heureusement, des motivés étaient là pour booster. Il y a beaucoup d'initiatives personnel et toujours hein, des profs qui sont un petit peu le directeur informatique d'un collège, d'un lycée ou voire d'une école, et ça nécessite de mettre en place, vous l'avez dit, des projets pédagogiques, mais aussi des infrastructures derrière, c'est-à-dire de distribuer des iPads, mais si vous n'avez pas 1, 2, 3 fibres et du Wi-Fi partout, ça ne sert à rien. Exactement, c'est-à-dire un projet, ensuite il faut des personnes, et des personnes formées, accompagnées, il faut prendre le temps, il faut... et vraiment, tout dans un établissement scolaire, tout vient des professeurs, tout vient de leur capacité pédagogique, ce que vous décriviez. Là, il se trouve qu'il y avait un support numérique, mais en fait, le professeur, son cours, il aurait peut-être pu le faire aussi sans support numérique. Ouais. Donc, il faut accompagner les professeurs, il faut les aider à changer aussi certaines pratiques, à maîtriser les outils, à pas se sentir perdu face à ça, et en situation de maîtrise par rapport aux élèves. Donc, les personnes, c'est vraiment fondamental. Il faut des personnes qui s'occupent de l'aspect technique, et ça, je pense que ça manque malheureusement dans beaucoup d'établissements scolaires, parce que si c'est un professeur qui a quelques heures pour vérifier le réseau, etc., ça peut pas marcher comme ça. C'est un vrai métier, et il faut... Nous, dans notre établissement, voilà, on a 1800 élèves, on a je sais pas combien d'ordinateurs utilisés par l'administration, plus ceux des élèves. Ça fait un vrai parc. Il faut des personnes qui s'en occupent. Donc ça, c'est un manque. L'investissement dans les personnes. Il y a un responsable informatique. Dans toute collectivité locale, il y a un responsable informatique. Alors, je sais que c'est pas plus compliqué d'en mettre un dans chaque école, mais on pourrait imaginer des systèmes tournants hein, qui géreraient des zones et interviendraient en cas de problème. Mais... Je ne sais pas quelle est la solution, mais je pense que c'est vraiment un point qui est souvent négligé dans un certain nombre de projets. Et la structure, vous avez les infrastructures sont très importantes. Voilà, ça aussi, c'est premier. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de distribuer des ordinateurs s'il n'y a pas de la fibre et s'il n'y a pas du Wi-Fi dans l'établissement. C'est un point... c'est valable pour les écoles et c'est aussi valable pour les élèves, parce que si on le fait des ordinateurs qu'à la maison, ils n'ont pas d'Internet, ou un petit débit, ça sert pas à grand-chose. Pour rebondir sur ce que disait Stéphane, peut-être en termes un peu plus pédagogique, est-ce qu'aujourd'hui, les outils numériques nécessitent d'adopter une nouvelle démarche pédagogique, et quelque part, pour certains professeurs, c'est une remise en cause, on peut le comprendre. Je pense que dans une certaine mesure, mais à la marge, parce que c'est encore une fois, l'outil, il vient après la pédagogie. C'est vraiment, avant toute chose, une démarche pédagogique des professeurs, et le numérique va les aider et va leur permettre d'avoir davantage de possibilités. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a des situations, moi je parle d'élèves de collège ou d'élèves de lycée, il y a des situations où on a besoin du numérique, mais il y a énormément de situations où on n'en a pas besoin, où il n'est pas utile. Évidemment. Et puis le papier, le livre, ça a encore de belles heures devant lui. Au-delà, tu as insisté sur ce point, Stéphane, tout à l'heure, hein, c'est que ce que tu parlais de pédagogie inversée, hein, c'est ça tout à l'heure, Stéphane. Ouais. En clair, les cours magistraux, c'est vrai... Ce que nous, on retient de nos générations de l'enseignement, et pour certains, moi, ça m'a marqué, j'ai certains professeurs de français qui lisaient des textes, et c'était un bonheur à écouter, mais
Est-ce que il n'y a pas une remise en cause et de dire que finalement les cours magistraux on les met en ligne et puis finalement on travaille main dans la main avec les élèves pour qu'ils, notamment ceux qui sont en difficulté, vraiment s'investissent dans des travaux pratiques. C'est ça en fait, Stéphane. Ouais, c'est un peu ça. C'est que en fait, grâce au Covid, et entre autres, on a pu s'apercevoir que les outils numériques. C'est bizarre de dire grâce au Covid, mais bon. Grâce à cette période de pandémie, on a eu une remise en cause forcée. On a tous dit qu'il fallait se bouger et faire le nécessaire pour pouvoir qu'il y ait une continuité pédagogique, pardon. Et donc, de fait, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de génial qui a pu arriver, c'est que les cours, on les mettait en ligne, tout ce qui était les cours magistraux, théoriques, etc., on les faisait suivre sur des écrans. Chaque petit bout de cours, ces mini-modules qu'on faisait étaient conclus par un quiz qui attestait bien que l'élève avait bien suivi ce mini-module. Et donc, le lendemain, ou lors du cours, avec le professeur en présentiel, celui-ci savait que, par exemple, que le petit Christophe Degrave, que le petit Laurent Pantanach, que le grand Olivier Frigara, t'as vu, je faillote un peu, avait bien suivi. Pour ça. Ouais, c'est ça, voilà. Et je vais partir tôt en plus. Ouais. Et que la complétude des cours avait bien été faite, qu'il y a eu un tel temps de succès sur les quiz, c'est une sorte de nouvelle feuille de présence des années 2020 et quelques, ont été faits. Et ben le prof, il disait, vous avez tous suivi les cours sur telle ou telle thématique. Vous pouvez maintenant, on va faire des exercices mettant en pratique ce que vous avez appris. Et donc les devoirs qu'on faisait d'habitude à la maison, on les faisait en salle. Et ça a vachement marché et ça a vachement plu parce qu'en plus on a rendu des choses, on pourra en parler, mais on a rendu avec plein d'outils interactifs des séances vivantes. C'est-à-dire on a pris tout le meilleur de ce qu'on a pu avoir pendant cette période-là dans le numérique et on a essayé d'en prendre ce qui avait le plus utile pour la pédagogie et donc on appelle ça la pédagogie inversée. Donc on inverse le système où donc le prof parle et présente son cours et on fait les devoirs liés à ce cours, que ce soit en physique, en chimie ou en autre matière scientifique ou non, pour pouvoir faire ce type de choses. Et encore une fois, l'idée du numérique, c'est pas d'apprendre forcément l'informatique, c'est de dire, voilà, cet outil-là nous autorise cette démarche pédagogique. Exactement. C'est bien ça. Et c'est ça qui a, excuse-moi, Justia, c'est qu'il faut, pour chaque type de matière, on va pas mettre des écrans pour mettre des écrans. J'entendais tout à l'heure, je pense le fameux fichier de maths que tous les parents peuvent avoir vu et tout, je pense quand même qu'il y a une certaine utilité qui reste en papier pour que les gosses écrivent dessus. On va pas transformer, utiliser les iPads ou utiliser les iPads, même si c'est du papier, même si écologiquement c'est peut-être plus intéressant, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est toujours bien de mettre le 100% numérique, en tout cas, moi je peux juste le dire, le 100% numérique, ça fonctionnera jamais. Ouais. Un petit mot avec Christophe, parce qu'on n'a pas entendu sur cette partie-là, à la fois de ta vision de l'autre côté des Ardennes et au-delà de ce que tu as vécu ou ce que tu vis aujourd'hui avec tes enfants. Oui, moi j'ai vraiment cette particularité en fait d'avoir tout type de personnes à la maison en fait parce que j'ai l'un de mes fils qui a Asperger, donc lui le moment où est arrivé le Covid et qu'il a dû apprendre au travers des outils informatiques, il a vécu sa meilleure vie. J'ai un fils qui est dyslexique et donc l'apprentissage par écrit en fait lui c'est quasiment impossible et l'informatique aide vraiment en fait dans ces cas-là. Donc comme encore une fois. Comme un outil, mais c'est vrai que je pense en fait qu'à un moment donné, il faut repenser. J'en parlais, je pense, avec Laurent dernièrement. Je pense qu'il faut repenser en fait le vecteur d'apprentissage parce que tu vois, il y a de plus en plus de personnes en fait qui sont dyslexiques ou en tout cas dépistées dyslexiques ou des personnes en fait qui ont plus de facilité à acquérir de l'information par le biais de la parole ou bien par d'autres biais, peu importe schématiques ou autres. Et je pense en fait que le phénomène est le suivant, c'est que aujourd'hui, on enseigne à des gens qui savent acquérir de l'information de manière, pour la plupart, écrite et orale, en fait, quand c'est des cours magistraux. Et que je pense, en fait, que l'informatique et les tablettes, peu importe la forme, peut vraiment aider à donner l'information, à apprendre
en fonction de l'élève par le biais qui lui est propre en fait. Et ça, je trouve ça drôlement intéressant. Et donc, pour moi, c'est vraiment super utile. L'autre chose que je voulais dire en fait, c'est que effectivement, comme Brice le disait, derrière, c'est d'abord un projet pédagogique. Et moi, vous le savez, je suis super fan en fait de tout ce qui est méthodologie collaborative, et puis de mettre en place donc avec les profs, et puis de mettre en place en fait dans la pratique. Ça me paraît être hyper important. Maintenant, ce que moi j'ai vécu en tant que père au moment de l'arrivée de ce virus, c'est que il y a 50% des cours qui n'ont plus été donnés, avec certains profs qui exprimaient le fait que clairement eux jamais ne donneraient cours en fait au travers du biais de l'informatique. Donc il y a quand même. Tu veux dire de la visio? De la visio, ou bien alors tout simplement d'un site web pour délivrer les devoirs, etc., ou les leçons. Donc, il y a les deux mondes, et je peux le comprendre parce que mon père était prof, puis est devenu directeur d'école, etc. Donc, je vois très bien la difficulté en fait de se préparer au jour le jour, ou de préparer ses années avec un vrai projet pédagogique derrière, etc. Venir ajouter une couche supplémentaire en fait un peu plus technique dessus, alors qu'on n'est pas forcément tout le temps formé. Je peux comprendre aussi. Donc, je peux comprendre toute la difficulté de tout ça, mais l'outil informatique, il faut y passer, c'est sûr. C'est une porte ouverte en fait vers un apprentissage beaucoup plus moderne. En tout cas, tu voulais réagir brièvement, mais très brièvement, Laurence. Non, je voulais juste réagir à ce qu'a dit tout à l'heure Stéphane sur les maths. Rapide. Moi, j'accompagne beaucoup un de mes fils, le grand, sur ses exercices de maths. On s'éclate, il sait que j'aime les maths, et donc ils utilisent un outil qui s'appelle le Quick, et c'est des questionnaires. Et je trouve que justement, les maths, ça peut être un peu rébarbatif. Il y a des enfants, ils accrochent, et d'autres, ils accrochent pas du tout. Et en fait, j'ai trouvé moi dans cet outil une manière d'accrocher. Donc en fait, je dis, c'est la techno qui permet de recoller les wagons. Et pourquoi c'est sympa? Parce que quand ils se trompent, tu as le choix entre 4 réponses. Souvent, il se passait comment quand tu faisais un exercice, toi et moi? On remplissait notre devoir, on arrivait, on montrait notre devoir, bon, pas bon, bon, pas bon, bon, pas bon. En fait, il y avait la frustration a posteriori de dire, je sais pas ce que j'ai fait. Alors que là, de suite, il y a le truc qui te dit, ah, tu t'es trompé. Ah, mince, je me suis trompé, mais pourquoi? Tu as 4 réponses, tu refais la réflexion, tu trouves la bonne réponse. Et en fait, en termes d'apprentissage, c'est hyper bon. Parce que tu ne dois pas attendre 15 jours où tu as oublié. Et je trouve ça génial, moi. Tu vois, mais bon, c'était juste pour... Et les élèves ont même la possibilité, quand ils ont rendu le devoir, ils ont eu une certaine note, ils peuvent le refaire pour essayer de progresser. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est hyper intéressant. Ouais, didactique. Donc on a bien compris que l'important, c'est de monter un projet, que d'accompagner d'une infrastructure. C'est pas forcément, comme on l'a mis en évidence dans le sondage en préambule de cette émission, un problème de moyens, notamment en France. Il y a des moyens pour acheter des ordinateurs, on le voit notamment en région parisienne. Beaucoup de l'Île-de-France a beaucoup acheté d'ordi, de tablettes, de choses comme ça. Oui, je pense qu'il y a eu différents plans. On en a rappelé certains, mais il y en a eu beaucoup par la suite qui ont existé. Et ces plans, les moyens, ils existent. Je pense que la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on les applique. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est très bien fait, des endroits où c'est peut-être un petit peu moins bien fait. Il y a aussi une question en fonction des établissements, des régions. Plus de moyens de formation, de personnes qui soient responsables, comme on le disait tout à l'heure, de services informatiques. Encore une fois, c'est indispensable. Du Wi-Fi, parce que quand on parlait de la phobie de la tech, et l'inquiétude parfois légitime autour des ondes, souvent légitime autour des ondes, on peut se dire, est-ce qu'on peut mettre une bande Wi-Fi dans une école? Bon, moi, quand on voit le nombre de routeurs Wi-Fi qu'il y a dans les appartements aujourd'hui, tout le monde est équipé d'une box. Moi, ça me pose pas de problème que les écoles de mes enfants soient équipées de Wi-Fi, bien au contraire. Non, mais surtout qu'il y a eu des études qui ont démontré que... Avec les études, ça, aujourd'hui, on peut prouver par A plus B. Oui, mais on peut quand même... On ne peut pas grand-chose. Alors, justement, si l'école, ça doit être un rempart face aux théories du complot, et sur le Wi-Fi, a priori, je crois que désormais, il est à peu près établi que ça n'a pas d'impact sur la santé. Sauf pour les personnes qui souffrent qu'on appelle ça de hypersensibilité. Ouais. Alors, je posais parmi les pistes parce qu'après tout, il y a encore des établissements qui ont du mal à fournir des iPads. On sait que la plupart des enfants aujourd'hui, de plus en plus tôt, sont équipés de téléphones. Alors, aujourd'hui, ils sont interdits, bien entendu, du moins en classe.
est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'encadrer leur usage pour les intégrer dans des démarches pédagogiques, voire carrément subventionner l'achat de téléphones ou de tablettes auprès de ces enfants? Pour les téléphones portables, ce que prévoit l'éducation nationale en collège, c'est qu'effectivement, ils sont interdits, mais il y a toujours la possibilité, quand on est dans un cadre pédagogique, quand c'est à l'initiative des professeurs, de les utiliser. Donc c'est le cadre éducation nationale qui, moi, me semble plutôt sain, parce qu'il y a des problématiques vraiment d'éducation, et avoir un téléphone portable trop jeune, c'est souvent être confronté aux réseaux sociaux, et la loi en France, elle est relativement claire, elle explique que jusqu'à 13 ans, on ne doit pas être sur les réseaux sociaux, qu'entre 13 et 16 ans, c'est avec l'accord de ses parents, et il y a une vraie raison pour ça. Donc le téléphone portable, franchement, je pense que ça peut effectivement être utile, ça peut faire plein de choses, mais il faut une vigilance extrêmement grande, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Non, juste par rapport au téléphone, pour rebondir à ce que vient de dire Brice par rapport au téléphone portable, il y a eu des expériences qui ont été faites en interne avec des logiciels comme Mooclap ou Kahoot, mais surtout Mooclap, qui permettaient, on donne une URL en plein milieu d'un cours, les élèves ne savent pas pourquoi cette URL apparaît sur l'écran, le prof dit sortez vos téléphones, grosse surprise pour les premières fois, et en fait c'est un terreau surprise de 10 minutes ou 15 minutes pour voir s'ils ont bien compris et saisi ce qui vient d'être dit. Et cette interactivité, maintenant, est devenue réclamée. Et donc, maintenant, il y a tout un tas de choses à travers ces outils qui sont, pour certains, gratuits, comme Kahoot, qui peuvent être utilisés par les professeurs. Moi, je peux juste dire qu'il y a eu un avant et un après. C'est comme je le disais tout à l'heure. C'est que selon les matières, selon les contextes, on peut intégrer des écrans. Parfois, on doit. Et tu me disais, Stéphane, quand on parlait de moyens tout à l'heure, en préparant cette émission, tu me disais, moi, du moins au sein du Unisix, tu te refuses à payer des licences au prix fort, du moins. Alors, ça, on parle de matériel, mais il faut choisir aussi les bons outils. Hein. Oui, mais on n'a même pas besoin de refuser parce qu'ils nous les donnent, entre guillemets. Oui, c'est qu'en gros, nous, les Google, les Microsoft, les Adobe nous font payer. S'ils nous font payer, je ne vous dis pas qui nous fait pas payer, mais les licences éducation. Tout éditeur maintenant a son truc, son volet éducation, et ce volet éducation, c'est comme de l'investissement, c'est du marketing. Et en fait, il part du principe que si on part à suffisamment jeune et on s'habitue, on en avait un peu parlé sur une des précédentes émissions sur les logiciels pour Mac, c'est une forme d'investissement qu'ils font. C'est-à-dire qu'en gros, pour qu'il y ait une adoption et qu'après leurs études, ils continuent à utiliser. Et il y a même s'ils conservent leurs adresses mail des écoles, parce que c'est quand même bien entraîner un peu de fidélité avec les différentes écoles, eh bien, la licence, elle est quasiment gratuite à vie. Voilà. Ouais. Alors regarde cette réaction sur Twitter de Chavenet, un manque de volonté et impossible d'avoir une solution souveraine sans un scandale type Louvois. Alors le scandale Louvois, c'était le logiciel de paye de l'armée, je crois, qui avait été développé en interne, qui avait été un fiasco. Ou sinon, ce sera encore GAFA. Autre réaction sur Twitter de Denis Baudor, l'absence d'une solution souveraine pourrait être réellement et intégralement auditée et certifiée open source, donc, et avec un niveau de sécurité et de respect de la vie privée suffisant. Donc, à l'inverse, Stéphane ou Brice, si l'éducation nationale signe un contrat demain avec Google ou Microsoft, parce que c'est les standards du marché, est-ce qu'on voit très bien qu'on va les critiquer car on pourrait se vendre à une multinationale? Quid de l'usage des données personnelles, etc., etc. Non, mais c'est une question hyper importante. Le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de grande société numérique européenne. Parce que s'il y avait des géants de la tech en Europe, moi, je serais absolument ravi. Open source, c'est peut-être aussi une solution, non ? Il faut que les outils fonctionnent. Et, enfin, il n'y a pas de raison que les outils pour l'éducation nationale soient des outils au rabais et n'aient pas les fonctionnalités que ensuite on va retrouver dans la vie de tous les jours, voire dans la vie professionnelle. Je pense qu'il faut que les élèves ils aient des bons outils, des outils qui fonctionnent. Et l'Europe a quand même fait un truc assez formidable, c'est le RGPD, la loi sur la protection des données. Les géants de la tech, Apple, Google respectent cette réglementation européenne sur les données. À partir du moment où ils respectent les normes, je ne vois pas très bien ce qu'on peut leur reprocher de plus. Ou alors, il faut changer encore la réglementation. Ouais, Brice, vous disiez en préambule tout à l'heure que maintenant, il y a une nouvelle préoccupation, nouvelle non, mais en tout cas, il y a une prise de conscience de plus en plus importante
c'est celle du temps passé par les plus jeunes devant les écrans. Est-ce que c'est pas devenu également un frein au cartable numérique? En clair, on file encore des écrans à l'école alors qu'ils passent de plus en plus de temps à la maison sur les écrans. C'est compliqué en termes de pédagogie, de faire preuve de beaucoup de pédagogie là encore une fois. Il faut faire preuve d'éducation parce que c'est un vrai sujet, la question des écrans, c'est un vrai sujet de coéducation. C'est un sujet qui concerne les professeurs et c'est un sujet qui concerne les parents. Et je pense que les deux ont un rôle à jouer pour que tous les enfants apprennent à utiliser de façon raisonnable les écrans. Parce qu'effectivement, si un enfant passe ses nuits sur un écran, il y a quelque chose qui est impossible, qui ne va pas, c'est très très mauvais. Et évidemment, il faut une surveillance des parents. Mais ça s'apprend. Et je pense qu'il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux. Je pense que c'est vraiment parce que l'école se saisit de cette question, parce que l'école est aussi un relais et un intermédiaire et discute et échange avec les parents, qu'on peut bien former nos enfants et nos élèves à faire une utilisation raisonnable des écrans. Et il y a vraiment une question, c'est que souvent on parle de temps d'écran. La question, c'est pas forcément le temps d'écran. Évidemment, il ne faut pas être dans des excès absolus. Mais la question, c'est l'usage. Quel usage on fait d'un écran? Parce que c'est pas du tout la même chose d'être en train de faire, tout à l'heure on disait du quick, de faire des maths, voilà, ou de regarder TikTok. Voilà, c'est deux usages qui n'ont rien à voir. Et un autre point qui est vraiment fondamental, c'est comment les adultes accompagnent les enfants avec les écrans, comment ils sont à côté d'eux, s'ils font des jeux, ils s'intéressent, ils regardent. On va pas laisser un gamin vider un frigo, hein. Donc on va pas laisser un gamin passer des heures sur son iPad. Exactement. Dernier frein qu'on a mis en lumière dans notre sondage, c'est la phobie de la tech. Est-ce que justement, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, les confinements successifs suite au Covid ont également permis de combler un peu ce fossé, cette fracture numérique qu'il pourrait y avoir entre l'éducation et les... Stéphane a dit très bien tout à l'heure, je pense qu'il y a effectivement un avant et un après Covid. Je pense que le Covid a été une forme d'accélérateur parce que tout à coup, on s'est rendu compte que le numérique était un outil qui nous permettait de raccrocher les élèves et que, par exemple, la visio, c'était vraiment pas quelque chose d'idéal, mais que ça permettait quand même, voilà, ouais. Dans la situation dans laquelle on se trouvait. Et je pense qu'on garde, tous des usages de la visio qu'on n'avait pas avant la période Covid, et c'est vrai aussi dans l'éducation. En même temps, les moments de confinement, c'est aussi un révélateur de ce qui est le plus important, et le plus important, c'est le contact direct avec les élèves, et je pense que ça, rien ne peut le remplacer. Alors, un autre frein qui est en train d'émerger autour de l'usage du numérique, il est bien illustré par cette réaction de Manon sur Twitter. La question à se poser, c'est est-ce souhaitable, le cartable numérique, sachant que cela ne facilite pas les apprentissages, qu'écologiquement c'est un non-sens, gaspillage de ressources. L'école aurait besoin de plus de profs et de locaux mieux entretenus avant d'équiper tout le monde en iPad. Je ne sais pas quoi répondre à ce genre de choses. Non, mais c'est tout à fait juste. Moi, je suis complètement d'accord avec cette remarque. C'est-à-dire que ce qui est mis en avant, c'est bien évidemment, avant toute chose, il faut des professeurs, avant toute chose, il faut des personnes, avant toute chose, il faut des locaux. Les iPads ne vont pas remplacer les profs. Les iPads ne vont pas remplacer les profs et ils viennent après. Simplement, si on a déjà des professeurs bien formés, si on a déjà un projet pédagogique, si on a déjà des locaux, je pense que là, c'est intéressant d'avoir un plus pédagogique avec des outils numériques. Alors, c'est vrai que par contre, de filer un iPad à chaque élève, on peut se demander de l'impact écologique que ça peut avoir, mais on peut aussi se poser la question des milliers d'impressions d'ouvrages et du manuel scolaire qui partent au pilon parce qu'on change de programme ou parce que les enfants grandissent, tout simplement. La question écologique, elle est fondamentale. Sur ce sujet-là, sur le sujet de la manière dont nos ordinateurs, nos iPads, nos tablettes, etc. sont produits, c'est un point vraiment hyper important. Mais effectivement, quel est le bilan de carbone de tout ça? C'est des choses à regarder. Et vous disiez en préparant cette émission à Laurent, puisqu'il m'a beaucoup aidé à préparer cette émission, que les éditeurs n'étaient pas conscients. C'est-à-dire qu'ils continuent à faire des lourds livres pour les iPads, les manuels, comme c'était feu les CD-ROM d'autrefois. Alors d'abord, l'iPad de base n'a pas forcément beaucoup de mémoire, et en plus, écologiquement, c'est pas très bon. Hein. Oui, nous, donc, comme les établissements qui ont adopté des outils numériques, on a basculé nos manuels. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les élèves, ils continuent à écrire sur des cahiers avec un stylo, etc. En revanche, les manuels, eux, ils sont dans la tablette. Et là, c'est un peu décevant parce que clairement, les éditeurs scolaires n'ont pas vraiment joué le jeu et la plupart de ces manuels numériques ne sont pas très très bien développés, ne sont pas très pratiques, sont
lourd, voire très lourd. Il faut charger tout le manuel, alors qu'on pourrait charger qu'une leçon ou qu'un chapitre ou quelque chose comme ça. Et surtout, ça pourrait être fluide. Dans beaucoup d'applications, quand on tourne la page, il faut compter 3-4 secondes avant d'avoir la page d'après. Là, il y a un vrai point, à mon sens, d'amélioration possible. Alors regardez cette réaction de DBA France qui a trouvé un frein à l'usage du numérique, mais c'est plutôt une excuse que se trouvent les élèves aujourd'hui qui ont la chance d'équiper d'appareils numériques dans leur quotidien et à l'école. Il y a le problème de pratico-pratique des enfants qui ne rechargent pas les appareils. Mais sinon, c'est déjà pas mal avant au lycée, effectivement. Quand on arrive en cours et que l'appareil est déchargé, on ne peut pas montrer son cours. Mais on peut trouver des solutions. Alors, ouais, je ne sais pas si on en parle, mais vous avez mis en place une charte. Ouais. Il y a des règles, hein, donc ça fait partie d'une des règles de mémoire. C'est l'une des règles. L'une des règles, c'est que les élèves arrivent avec un iPad rechargé à l'école. Et franchement, je pense que c'est une des règles qu'ils observent le plus. Moi, je m'arrache les cheveux avec ma fille pour son téléphone, par contre. Hein. C'est vrai. Elle est injoignable. Elle n'a pas chargé son téléphone. Ça, c'est une autre question, sans doute. Pas de rapport avec la technique. Je pense aussi. Elle tient de son père. Ouais. Des difficultés, des coulisses de déploiement des centaines d'iPads, nous allons en parler avec vous, Prise, dans un instant. Mais d'abord, place au busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et en l'absence de nouveau de Didier, qui est toujours en balade en voiture électrique, c'est notre ami Laurent qui s'y colle. Bonjour tout le monde, je suis très très content. Didier, je deviens tellement habitué que je vais plus le faire. Alors, que je vais plus arrêter de le faire. Donc, on entame. On sait que l'iPhone 15 aura l'USB-C. C'est sûr. Ouais, on en est sûr. Alors, on est sûr de rien. Hein, tu sais, il y a que deux choses dont on est sûr sur Terre. Hein, c'est la mort et les taxes. Mais là, on est quasiment certain que a priori, ça sera. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a commencé à se rendre compte qu'ils testent l'USB-C depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis des modèles de test il y a plus d'1 an et demi. Mais ils se sont quand même posé la question de se dire, et si on ne le faisait que sur l'iPhone 16, c'est-à-dire qu'on le fasse à la dernière limite, par rapport à parce que la réglementation, effectivement, arrive 1 an après, enfin l'obligation par la réglementation. Donc tu dis, on sait que Apple parfois ça peut être, mais ils ont jusqu'au bout, ils sont allés. Les rumeurs autour d'un casque et de lunettes de réalité augmentée mixte se matérialisent via des applis chez Apple également ? Alors bon, le casque, on a fait, je pense que dans tous les busomètres des 4-5 dernières émissions, on a parlé casque, viendra pas, viendra oui, mais on ne sait pas juste quand. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'info, elle est, c'est pas le casque pour une fois dont on parle, on se rend compte qu'il y a une volonté de développer des applis de réalité virtuelle autour d'un des domaines qu'on sait être cher à Apple, qui est le fitness. Et on se dit, c'est encore une confirmation supplémentaire de l'arrivée potentielle de ce casque à la WWDC ou pas. Nous serons en direct. Je vous invite à aller voir l'émission qu'on a enregistrée il y a 15 jours, 3 semaines autour des lunettes de réalité augmentée, sur la piste des lunettes de réalité augmentée d'Apple. Il faut qu'elle soit légère pour faire du fitness, je demande info. Troisième info. Non, mais ça voudra dire aussi que le casque est intégré. Parce que tu vas pas faire du fitness avec un câble qui descend une batterie à la taille. Eh ben, justement. Ouais, mais bon, on verra. Troisième info, rumeur. Alors, les chiffres sont tombés sur les téléphones OLED. Et en fait, sur les 5 premières places, sur les 5 premiers téléphones OLED du marché, les 4 premières places, haut de gamme, en clair, très haut de gamme, sont trustés par Apple. Et le 5e étant le Samsung S23, que je dis pas de bêtises. Donc voilà. Tu veux parler de Google ? Écoute, on parle rarement, on dit toujours qu'on parle beaucoup d'Apple. Google serait prêt à annoncer dans les jours à venir, c'est-à-dire au plus tard, on parle du 17 mai, un téléphone pliable, un pixel 10 mai même, un pixel pliable comme le Samsung, pour la modique somme de 1 700 €. Ah, quand même. Ou 1 700 $, on ne sait pas trop. Il faut se méfier des sommes. Oui, on sait Apple, toujours. Surtout Google. Surtout qu'on sait que Google a tendance à faire du dumping sur les... On l'avait avec le Pixel 7. Ouais. Et puis, il n'y aurait pas que on ne parlerait pas que de casque ou de lunettes de réalité augmentée à la WWDC. Non, on en a parlé un petit peu la semaine dernière déjà. On a annoncé un peu cette arlésienne qui est un iPad Air, un MacBook Air, pardon, excuse-moi, un MacBook Air 15 pouces. Et là, on a 2 infos, et Ming-Chi Kuo l'a confirmé, mais on a eu d'autres leakers qui l'ont confirmé. Il se pourrait qu'il n'y aura pas de M3, parce qu'on s'était dit qu'il pourrait arriver en M3, donc il arriverait en M2, mais il y aurait même 2 configurations de MacBook Air 15 pouces. Donc,
c'est bizarre parce que normalement, on sait que c'est pas une conférence hardware, théoriquement, sauf nouveaux produits atypiques. Donc, les lunettes pourraient trouver leur place là. Mais par contre. Un Mac Pro, par exemple. Pour ce type de alors, attention, dans la liste, il y a aussi l'info sur le Mac Pro avec du M2 dedans. Bon, ça nous promet, ça nous réserve ça nous promet c'est quoi, 5 juin, 6 juin, 7 juin 5 juin, nous serons en direct à partir de 18h, je pense. C'est ça. Soyez au rendez-vous sur notre chaîne YouTube en direct pour suivre la prochaine conférence des développeurs Apple en duplex depuis l'Apple Park ou sur José, je ne sais pas où il va font l'affaire cette année, c'est l'Apple Park. Ouais, non, l'Apple Park. Allez, retour sur l'expérience pilote de l'école alsacienne qui a déployé 1500 iPads auprès de tous les élèves, ces élèves de la 5e à la terminale. Quelles sont les bonnes pratiques, les effets bénéfiques, les négatifs? Interview. Alors, le bon exemple de l'école alsacienne, Brice Parent, vous avez donc, on l'a dit, déployé 1500 iPads. Pourquoi ce choix de la tablette d'Apple plutôt qu'un ordinateur, déjà? Pourquoi la tablette plutôt que l'ordi? Alors, ce choix, au départ, c'est vraiment un choix des professeurs. Dans le petit groupe pilote qu'on avait monté, l'idée, c'était que, premièrement, une tablette ne faisait pas écran entre le professeur et les élèves. Contrairement à l'ordinateur. Contrairement à l'ordinateur, on ne voit pas, ce qu'on disait tout à l'heure, on ne voit pas ce que les élèves font. La tablette, on la pose à plat ou légèrement inclinée sur la table, et donc il n'y a pas cet obstacle. Le deuxième point, c'est que la tablette, elle permet de faire plus de choses. Non seulement on peut éventuellement taper, etc., mais elle a un appareil photo, on peut filmer une expérience, on peut prendre en photo le tableau si on a raté des points, des éléments, ou si on est trop lent pour copier. Voilà. Donc, et on peut l'emporter partout. Donc ça ouvre le champ de pédagogique possible que ne propose pas l'ordinateur. Tout à fait. Donc c'est un vrai choix pédagogique pour la tablette par rapport à un ordinateur. Et également peut-être une question de fiabilité? Alors ça, c'est plus sur le choix de la marque ensuite. C'est vrai qu'on avait on est allé voir un petit peu ce qui se faisait dans d'autres établissements scolaires et on avait eu des retours plutôt négatifs. C'était il y a 10 ans, quand on a commencé, sur d'autres marques et des retours plutôt positifs. Et c'est vrai que sur la durée, ce qu'on a pu constater, un des points franchement où je serais positif sur cet outil, c'est que c'est très fiable, on a très peu de problèmes techniques. Et c'est aussi plus fiable qu'un ordi. Un ordi, c'est facile de le planter. Un iPad, il faut y aller quand même. Ouais, c'est rarissime qu'on ait un souci logiciel. Au-delà de la marque. Tout à fait. Franchement, c'est un environnement qui est très robuste. Du coup, vous gardez combien de temps? Généralement, un iPad, un élève le garde combien de temps? Alors, au départ, on avait dans notre projet, au début, c'était 4 ans. On s'est dit au bout de 4 années... Pour le collège et le lycée, quoi, en gros. On commence en 5e, et puis à la fin de la seconde, ils en avaient un nouveau. Là, on est en train de se rendre compte qu'en fait, 6 ans, ça doit tenir. Donc, de faire de la 5e jusqu'à la terminale avec le même iPad, j'ai l'impression que, en ce moment, en tout cas, ça peut marcher. Alors, pourquoi Apple et pas plutôt des tablettes sous Android, voire Microsoft Surface, qui fait des jolies choses également? Alors, c'est là où je disais que le comparatif à l'époque, franchement, c'était que c'était moins fiable. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi fiable, mais à l'époque, c'était vraiment une question de fiabilité. Et il y a peut-être alors, on reproche à Apple, avec son App Store, de verrouiller son écosystème. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure, vous, en tant qu'enseignant? Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire que les tablettes, elles proposent, je pense que ça existe sur d'autres, mais elles proposent vraiment une possibilité sur l'iPad, on verrouille tout. Les élèves, évidemment, ne peuvent pas installer d'applications, on contrôle les applications qui sont sur l'iPad. On a un logiciel qui s'appelle En Classe, qui permet aux professeurs de surveiller pendant le temps de classe, uniquement, bien sûr, ce que les élèves sont en train de faire. Donc voilà, il y a des outils de contrôle qui sont développés, et ça, c'est un point absolument indispensable. Alors, monsieur dans l'oreillette, que notre ami Stéphane doit aller corriger des copies. Stéphane, tu dois nous quitter, c'est ça? Je suis désolé. On te fait une bise. C'est dommage, voilà, mais j'étais ravi de participer à cette émission-là. Je le regarderai la fin avec un grand intérêt. Et c'est un plaisir d'écouter Brice et de voir comment ça se passe à l'école alsacienne. À bientôt. Et on a un coup de cœur commun avec Laurent. Donc son coup de cœur est le même que le mien. Donc vous allez voir, il va décoiffer. Alors, merci à tous. Merci Stéphane. Quel est le relationnel au quotidien avec Apple? Alors on sait qu'on a dit en préambule de cette émission qu'Apple était considéré l'éducation comme un marché historique. Est-ce qu'il y a encore cette appétence aujourd'hui?
Alors, le relationnel, nous, il se fait surtout avec les revendeurs, parce que en fait, on n'est jamais en direct avec Apple. Donc, nous, on a un partenaire qui s'appelle InMac. C'est eux qui nous fournissent les iPads, en l'occurrence. Et ce qu'ils proposent, et ça, je crois que c'est un programme qui est en lien avec Apple, c'est du temps de formation pour les professeurs. Et ça, c'est vraiment un point qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont bien conscients que former les professeurs aux usages numériques, c'est indispensable, et donc ça va avec l'acquisition de tablettes numériques, l'acquisition d'iPad. Ensuite, nous, il y a des points, oui, clairement, qui pourraient être améliorés. C'est pas toujours très simple de travailler avec Apple non plus. Alors, c'est pas très simple. Contraintes techniques, et puis aussi une culture qui n'est pas forcément... C'est ça, c'est-à-dire ce dont vous parlez souvent, la culture du secret. Ouais. Pour un établissement scolaire, c'est un peu compliqué, parce que quand on ne sait pas comment les tarifs vont évoluer, quand on ne sait pas comment la mémoire... Elle n'est pas très lisible, la gamme d'iPad en ce moment. Oui, non, et notamment le nouvel iPad, est-ce qu'il va se... Bon, ils nous ont gardé l'ancien, ce qui, pour les établissements scolaires, est un plus. Mais voilà, travailler dans ces conditions-là, pour l'éducation, c'est vraiment un point compliqué. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec les réactions sur Twitter de pas mal de nos tweetos, pour essayer de rechercher des marques souveraines, entre guillemets, ou du logiciel souverain. Est-ce qu'il n'y aurait pas des tentations? On sait que l'Éducation nationale a essayé de faire confiance à une marque européenne plutôt qu'une marque américaine, simplement. Il y a des essais. J'avoue que moi, je suis pas spécialiste du tout de la question, donc je sais pas ce que ça donne. Je suis un peu dubitatif. Tu te souviens de, je sais pas si Christophe avait suivi ça, de cette boîte qui s'appelle School, qui avait lancé une tablette il y a quelques années, qui existe encore. Mais bon, c'est en termes de réactivité et d'interface, on est à mon sens pas encore au niveau de l'iPad, mais il existe des alternatives effectivement. Oui. Ce que disait Brice en préparant aussi, c'est que dans les outils, il y a aussi toute la partie contrôle. Donc c'est pas que la partie matérielle, c'est aussi de la partie classroom. Alors, avant de parler des contrôles et de l'infrastructure et des outils éventuels que vous utilisez, je crois que vous travaillez avec Jamf notamment. Comment ça marche concrètement? À quoi servent les iPads dans vos écoles, à la fois pour les profs et à la fois bien sûr pour les élèves? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça permet vraiment d'élargir la gamme des possibilités. On peut faire plus de choses. Nous, des élèves, quand ils font un exposé, ils vont commencer à le préparer en classe, ils vont pouvoir continuer à le faire à la maison parce qu'ils ont ouvert un document partagé sur Google. On utilise la suite. Donc, vous utilisez les solutions de Google? Oui, tout à fait. Vous doit être conscient qu'il y a certains internautes qui vont lancer des cris d'orfraie. Pareil, on utilise la partie éducation d'Apple, la partie éducation de Google, il n'y a pas de publicité, les données sont protégées, sont conformes au RGPD, il y a une réglementation qui est respectée. Google Meet pour les visios, vous avez lu également. On utilise Google Meet pour les visios, c'est des très très bons outils, et puis je pense que c'est important aussi de ne pas être lié à telle marque ou à telle autre marque, mais de montrer aux élèves que voilà, on utilise simplement des outils qui permettent de faire léger, certaines choses. Ils sont en ligne plutôt qu'un PowerPoint, vous utilisez Google Slide. Exactement. Et donc pédagogiquement, ça veut dire qu'ils peuvent commencer un exposé en classe à plusieurs, et ensuite à la maison, le continuer, le peaufiner, ensuite le présenter. Il reste dans le cloud, il n'est pas perdu, il n'est pas stocké. Exactement, ça a un nombre d'avantages énormes. On peut imaginer, on a des élèves qui vont, par exemple, pour rendre un compte-rendu de TP, au lieu de faire un document papier, ils vont pouvoir faire un document multimédia dans lequel il y aura du texte, dans lequel il y aura des photos, dans lequel il y aura une vidéo, dans lequel il y aura peut-être un son où les élèves vont s'enregistrer pour expliquer quelle a été la démarche. Ouais. On peut avoir une dissection qui se fait de manière virtuelle au lieu d'être une dissection réelle. On peut avoir exactement. On peut bon. Il y a l'exemple d'un professeur de physique, je crois, qui faisait filmer également des choses avec les. Oui, alors j'ai un professeur de physique qui travaille avec des M-bots, c'est des petits robots numériques programmables, et ensuite on peut étudier des questions de physique sur la vitesse, sur les déplacements. J'ai un professeur d'histoire-géographie qui crée qui demande aux élèves de créer une sorte d'émission sur des questions liées au manuel. Et donc, voilà, un devoir, c'est pas forcément un devoir papier, ça peut être une vidéo, par exemple. Ça, c'est vraiment un élément enrichissant. Ça, la tablette, ça permet de le faire également, de répondre également. Je vous allez jusque-là, jusqu'à proposer de répondre aux élèves face à une caméra et l'enregistrer.
Oui, c'est-à-dire que le devoir rendu, ils vont rendre leur devoir. Nous, on utilise souvent pour rendre les devoirs Google Classroom. Ouais. Mais il y a d'autres solutions. Mais ça, c'est assez pratique. Ça permet de collecter comme ça des devoirs numériques, de les noter et puis de les rendre aux élèves sans qu'on ait 45 000 mails. Et puis ça va vite. Et ça va vite. C'est pas désagréable. Alors, par contre, vers de la média concernant Apple, il n'y a pas forcément intégré avec les parcs d'iPad des solutions de gestion de parcs. Et là, heureusement, il y a des solutions tierces qui sont développées et plutôt performantes, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que il faut un logiciel de gestion des tablettes, ouais. Ce qu'on appelle un MDM. Il y en a différents types. Nous, on travaille avec un outil qui s'appelle Jamf, ouais. Dans sa version éducation, ce qui permet de décider exactement ce qu'il y a sur chaque iPad. Et ce qui permet aussi aux parents d'avoir un contrôle de l'iPad à la maison, même si ça reste un point qui pourrait être amélioré. Comme quoi, il y a toujours des points améliorés. Et pour communiquer, vous le disiez tout à l'heure en préambule, il faut des accès Wi-Fi. Hein, donc ça, c'est généralisé aux différentes écoles. Et puis une adresse mail, ce qui n'est pas toujours le cas chez tous les élèves. Je pense que c'est très important de doter des élèves d'une adresse mail professionnelle. Ouais. Quand on est dans la vie active, on a une adresse mail. Je pense que c'est important de leur apprendre à se servir d'un outil dont ils vont avoir besoin. Je pense que c'est pas évident pour un élève de 6e, de 5e, de savoir comment est-ce qu'on rédige un mail. Ils vont devoir, je sais pas moi, chercher un stage, envoyer des mails présentant leur CV, etc. C'est normal qu'on puisse leur apprendre ça. Et je pense que c'est mieux de le faire en les dotant d'un mail arrobase le nom de leur école, officiel, géré, qui soit justement sans publicité, sans problème, plutôt que de leur demander de se débrouiller avec des outils... avec un Yahoo, avec Google, voilà, etc. Oui, ce que vous disiez sur les CV, c'est très intéressant, parce qu'on parle souvent de fracture numérique, et on pense souvent aux plus anciens qui sont moins à l'aise, et forcément aux plus anciens des professeurs qui sont moins à l'aise avec l'outil numérique, mais chez les plus jeunes, qui ont grandi avec ces outils numériques, on n'a pas également les bons réflexes. Le CV, la manière de s'adresser, d'échanger. Et c'est vrai que c'est important de les socialiser, en clair. Oui, je pense que l'idée du digital native, c'est-à-dire à partir du moment où on est un peu jeune, on sait forcément, dès le biberon, se servir de tous les outils numériques. C'est pas la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. On doit, en tant que professeur, en tant que parent, apprendre aux jeunes à rédiger un mail. On doit leur apprendre à se servir d'un traitement de texte. Il y a beaucoup de travail. Et il y a du travail. C'est un vrai, et ça fait partie du travail. Et je pense que c'est incontournable, en fait, aujourd'hui. Alors, c'est passionnant, mais si vous aviez en tout cas une demande en conclusion à adresser aux responsables d'Apple aujourd'hui, quelle serait l'amélioration que vous souhaiteriez? La WWDC arrive d'ici quelques semaines. La demande, je l'ai déjà formulée. C'est ce dont je parlais à l'instant. On a besoin les parents ont besoin d'un meilleur outil de contrôle des tablettes à la maison. Alors, pour l'instant, c'est pas parfait. Temps d'écran, c'est quelque chose qui marche bien sur les iPhones ou les outils personnels. Ça marche pas sur les iPads quand ils sont dans un environnement éducation. Et c'est vraiment dommage. Donc ça, je crois que c'est un vrai point d'amélioration qui faciliterait la vie des parents à la maison et par conséquent la vie des professeurs, des éducateurs. Dernier point. Il y a les deux systèmes, sinon il y a les deux systèmes qui cohabitent pas. Ouais. Il ne faut pas que l'élève arrive à l'école le matin avec son iPad qui est bloqué parce que ses parents lui ont dit qu'il y a droit qu'à 5 minutes de ton iPad. Tu vois, tous les effets induits. Donc c'est intéressant ce qui est dit là. En tout cas, il y a une vision et là, je pense que le constructeur ou l'éditeur d'OS a des choses à proposer. On parlait. Alors, vous avez à côté de vous entre autres un développeur. On parle souvent, on a eu la chance dans cette émission de passer par les murs de l'école 42 où nous avions nos studios auparavant, où le code était très important. Et en discutant avec les responsables de l'école, ils souhaitaient, de l'école 42, que le code soit enseigné comme une langue étrangère. Est-ce vous pensez que c'est une démarche sur laquelle il faut y aller chez les plus jeunes, enseigner le code comme on apprendrait une langue étrangère en clair?
Oui, vraiment, il faut. Alors, je ne sais pas si le parallèle avec la langue étrangère est le meilleur, mais oui, voilà, ça doit être une discipline. C'est presque le cas. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais ça devient une discipline importante. C'est dans les programmes, dès le primaire, c'est dans les programmes au collège, c'est dans les programmes au lycée, dans les programmes de mathématiques, dans les programmes de physique, c'est dans les programmes de SNT, qui est une nouvelle discipline pour les élèves en seconde. Il y a une spécialité. SNT, c'est sciences numériques et technologies. Et ensuite, il y a une spécialité qu'on peut prendre en première et en terminale qui est dédiée au code informatique. Donc, il y a vraiment des avancées, il y a vraiment des progrès, et on a tout simplement besoin, en France, mais dans le monde entier, de former davantage de personnes qui sont des développeurs, qui sont à l'aise avec le code informatique, et qui comprennent aussi quels sont ces enjeux. Donc, je pense que c'est un élément tout à fait important de la formation. Merci beaucoup, Brice Parent. On pourrait parler pendant des heures de votre projet. Il est passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de venir filmer et de montrer tout ça, peut-être un jour tourner une émission au sein de l'école alsacienne. On a beaucoup parlé de cartes numériques et des freins à son adoption. Que dire à présent des outils d'IA génératifs qui risquent également, oui, je vois la méchante faute d'orthographe dans mon prompteur, de bouleverser le secteur de l'éducation, mais on ne pouvait pas passer sous silence ce sujet-là, bien sûr. Alors, faut-il interdire ChatGPT? Le mot est lancé. L'Italie a décidé d'interdire ChatGPT. Pour vous, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une solution? Et là, je pense que Christophe va pouvoir reprendre la parole s'il nous a rejoint. Je crois qu'il y a un petit problème sur Teams. Et ainsi que Laurent. ChatGPT. Je pense que retirer ChatGPT ou retirer des outils du numérique, en fait, que ce soit ceux de l'intelligence artificielle ou d'autres, c'est quelque part priver les élèves d'un apprentissage, d'un outil qu'ils utiliseront peut-être plus tard, en fait. Donc, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je ne sais pas. Par contre, pouvoir en faire un vrai projet pédagogique et construire un projet pédagogique avec ces outils qui sont des outils de demain, ça a peut-être beaucoup de sens. Brice, un petit mot autour de ChatGPT. J'imagine aujourd'hui que oui, c'est un sujet d'actualité. Les profs cherchent des parades, j'imagine. Je pense qu'il y a eu énormément de nouveautés techniques tout au long de l'histoire. La première, c'est le livre. C'est un bouleversement dans la transmission. La fin du Moyen-Âge. Exactement, dans la transmission des savoirs. Et ça a créé chez les pédagogues, dans l'Église, énormément de bouleversements et d'inquiétudes. Et toutes les nouveautés techniques ont créé la même chose. L'arrivée de la télévision a été vécue comme quelque chose de dangereux aussi par rapport à l'école. L'arrivée d'Internet, évidemment. Tous les outils de diffusion du savoir à grande échelle, en fait. Exactement. Et donc, je pense qu'on est à nouveau à une période où on introduit un outil qui peut être assez effrayant, et je comprends qu'on puisse être inquiet, mais en même temps, il faut vraiment le considérer comme un outil, et il faut que l'école se l'approprie et apprenne aux élèves à l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est troublant, c'est que c'est un outil conversationnel, donc ça crée du langage qui peut avoir l'apparence de la vérité, qui est souvent exact, mais qui peut être aussi totalement inventé. Si on le questionne sur certains sujets, il va donner des informations qui sont tout à fait fondées, justes, pertinentes. Ici ou là, mais qui ne sont pas forcément... Et puis à côté, il peut y avoir des choses qui sont complètement inexactes. Et donc, apprendre aux élèves à faire un bon usage de ça, qui ne peut pas être juste je recopie et je fais comme si c'était mon travail, parce que ça, c'est une forme... c'est pas ce qu'on attend d'un élève. C'est indispensable. Mais je crois qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut voir comment, en tant que pédagogue, on s'approprie ce nouvel outil. Oui, en tout cas, ça va certainement bouleverser le travail au quotidien de beaucoup de vos professeurs, j'imagine. Ça crée, mais comme... C'est aussi une remise en cause, pas au sens qu'on n'a plus besoin de profs, mais une manière de comment modifier leur approche pédagogique pour pouvoir intégrer ces nouveaux outils-là. Oui, il y a eu, avec Internet déjà, des débats et des questions sur comment est-ce qu'on fait des devoirs à la maison, en sachant que ça peut avoir été fait juste un copier-coller d'Internet. On a continué à donner des devoirs à la maison parce que c'est une forme d'entraînement. Donc on continuera à le faire, mais sans doute que ça suppose de s'adapter et de prendre en compte cette nouvelle technologie. Laurent, lors de tes cours à Rennes, tu as été confronté à ChatGPT, je crois. Oui, alors lors de la dernière session, se tenait le 5 et 6 décembre.
ChatGPT avait été annoncé le 30 novembre, donc ça avait été annoncé le vendredi, et nous on était à moins d'une semaine après. Et le cours porte sur, le cours s'appelle AI for Business, et donc on a les élèves, on pouvait pas ne pas leur en parler, quoi. Donc on a posé la question, qui a testé, et assez peu d'élèves avaient, c'était une semaine intense de cours pour eux, donc ils étaient sous l'eau sur cette semaine. C'est des exécutifs MBA, donc ils sont d'habitude en entreprise, et donc il y avait quelques-uns qui avaient parlé. Alors il y en a qui ont découvert le soir, qui sont arrivés le matin avec des cernes en disant, il y a une élève qui m'a dit, j'ai passé la nuit dessus, c'est exceptionnel. Et pourquoi c'est marrant, parce que à la fin des 2 jours, on les soumet à un examen, et lors un des 2 groupes, on avait 2 groupes séparés, et un des 2 groupes nous a dit, on a utilisé ChatGPT. J'ai dit, mais c'est génial, et j'ai dit, qu'est-ce que vous leur avez posé comme question? Et donc, en fait, on jouait le rôle d'un patron, et il devait nous convaincre, et donc elle avait posé la question en disant, si je dois convaincre mon patron de faire ces choses-là. Quand j'ai raconté cette histoire à d'autres personnes, ils m'ont dit, mais tu les as blâmés. Je leur ai dit non, je leur ai mis 5 points en plus. Et il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce qu'en fait, ils ont compris que c'était un nouvel outil c'était un outil. Tu vois, dans ton état du mal à comprendre la décision de l'Italie d'interdire ChatGPT concrètement? Je pense que c'est une erreur. Hein. C'est pas en enlevant des choses, c'est plutôt en expliquant. Après, ça fait le bonheur des éditeurs de VPN. Hein. Bien sûr. La réalité, c'est que dans l'univers éducatif, dans l'éducation, je me suis souvent posé la question du par cœur. Tu vois, il y a un intérêt au par cœur dans certains cas, et puis il y a un autre cas où il n'y a pas d'intérêt. Il faut comprendre la différence. C'est quand même plus facile. Non, mais le problème du par cœur, c'est connaître tes tables de multiplication par cœur, c'est génial. Parce que quand tu vois 63, tu dis, ah, ça me fait tilter entre 2 choses. En revanche, c'est une multiplication. Donc... 8, 56 monte un 29, peu. 63. Ouais. Et donc, c'est intéressant. C'est ce que j'essaie d'enseigner à mon fils en ce moment. Et le ChatGPT, pour moi, tu dois le voir comme un outil. C'est l'anti-par cœur. Finalement, si c'est quelque chose que tu peux aller chercher dans un livre ou quelque part, il n'y a pas d'intérêt. Sers-toi du livre pour aller chercher. En revanche, d'avoir la capacité de réflexion et de jugement, on en parlait avec Brice juste avant l'émission, je lui faisais une démonstration. Le risque, c'est quoi? C'est de tomber sur un texte qui te paraît tellement beau que tu crois que c'est la vérité. En fait, il faut que tu gardes ton esprit critique. Christophe. Le nouveau rôle de l'école et de l'enseignement, c'est sans doute, et sans doute que c'est l'un des rôles les plus importants, c'est d'apporter cet esprit critique, c'est d'apporter toute la méthodologie en fait pour pouvoir croiser les différentes informations, etc. Parce que c'est ce que disait Laurent, si on prend en l'état ChatGPT, on va pouvoir lui demander, par exemple, commencer une phrase en disant, bah tiens, quelle année en fait est-ce que Laurent Pantanas a créé Apple? Et l'ordinateur va nous répondre en 1976. Parce que ça va être statistiquement la meilleure des réponses à apporter, en fait. Mais ce sera complètement faux, on est bien d'accord. Et donc... c'est normal. Mais attends, je te donne juste, et je veux pas... Mon fils arrive à Noël en disant, papa, je dois faire un exposé sur Stella Baroque. Je me dis, génial, je te plie le sujet en 2-2, je demande à ChatGPT de me faire un exposé sur Stella Baroque. Et là... L'exemple pour ton enfant. Non mais... Moi, je trouve ça génial. On est au mois de décembre, c'est les vacances de Noël, ça vient de sortir un mois avant. Et donc, je lui dis, fais-moi avec. Non, mais l'idée, c'est pour moi. Je sais pas qui est Stella Baroque, je donne la réponse. Et il me dit, elle a soutenu sa thèse en 1936. En plus, il me regarde, il me dit, papa, elle est née en 1936, il y a un problème, quoi. Et moi, si tu veux... C'est bien ce qu'il a détecté, mais oui, c'est ça qui est important. Mais oui, et moi, je le regarde, et je suis à la fois admiratif de dire, mais heureusement que tu vois, il y a cet esprit, donc oui, Brice, je vous ai coupé. Non, mais c'est juste pour... le mot de la fin, Brice. C'était juste pour rebondir sur ce que disait Christophe. Je ne crois pas que ça soit un nouveau rôle de l'école de développer l'esprit critique. Je pense que ça a toujours été le rôle de l'école de développer l'esprit critique. Je pense que c'est un élément fondamental, qui est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, mais qui a toujours fait partie des fondamentaux de l'éducation. Et ce sera le mot de la fin, on passe à la question de la semaine. En l'occurrence, c'est la question de la semaine dernière. Quelle était la question posée la semaine dernière, Laurent? Elle était en lien avec l'émission. Ouais, la question la semaine dernière était croyez-vous enfin à l'émergence d'un cartable numérique, si oui ou non? Pour quelles raisons est le rôle d'Apple dans cette numérisation de l'école? Et on n'a pas eu beaucoup de réponses, alors on n'a pas eu... c'est pas un sujet facile. Hein, non, c'est un sujet... On prend beaucoup de plaisir. C'est un sujet difficile, mais là où c'est intéressant, c'est que la réponse c'est oui, mais seulement à partir d'un certain âge. Alors la personne qui a donné la réponse disait à partir du lycée, moi je pense un peu avant, hein, donc voilà. Et fini l'achat de livres qui pèsent une tonne et qui ne servent qu'1 an. Ça, c'est assez vrai. Apple peut avoir un rôle à jouer avec une interface qui restreint uniquement à l'éducation, création, par exemple, d'une plateforme, prof, parents, élèves,
et une sécurité contre le vol. Alors, je n'ai pas dans mon déroulé le nom de la personne, mais peut-être que tu oui, le remets. Moi je l'ai, c'est Ténor. Voilà, Ténor qui remporte donc un magnifique t-shirt du club. Il faut qu'il nous contacte. ORLM. Vous envoyez un petit mail à contact@refait-le-mac et on vous enverra un t-shirt. On aura besoin accessoirement de votre taille. Et si vous préférez un modèle pour homme, un modèle pour fille. Pas de questions de la semaine prochaine, parce que normalement la semaine prochaine on va prendre un peu de repos, hein, c'est les vacances de Pâques, je crois, si je me trompe bien, parce qu'on prend un peu d'avance. Ça dépend où. Voilà, mais on reviendra très très vite et en pleine forme. Voilà, et dernière séquence, tradition de cette émission, il s'agit bien sûr des coups de cœur. Brice, c'est un passage obligé dans cette émission. On demande à tous les intervenants de l'émission un coup de cœur. Qu'est-ce que vous nous avez sélectionné cette semaine ? Moi, je voulais vous parler de la plateforme Pix, qui est un service public en ligne qui cherche à permettre à chacun de progresser sur sa maîtrise du numérique. Et c'est ouvert, et c'est certifiant aussi, et c'est ouvert à tout le monde. Donc, l'éducation nationale l'utilise beaucoup. On doit désormais, c'est obligatoire, mais on peut aussi l'utiliser en tant que professeur, en tant que... enfin, n'importe qui peut s'en servir. Et c'est vraiment bien fait, ça permet, ça couvre tous les sujets du numérique, rédiger un mail, utiliser un traitement de texte, ça va vraiment sur des choses très compliquées, par exemple savoir dans une image trouver où est-ce qu'elle a été prise, voilà, trouver les informations un petit peu cachées, ça permet aussi d'aller vers de la programmation. Franchement, c'est un beau service que l'État propose, qui est bien utilisé par l'éducation nationale et qui couvre des sujets extrêmement vastes. Donc il y a des services innovants qui fonctionnent bien. Et c'en est un. Voilà, merci beaucoup Brice. Christophe, de ton côté, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors mon coup de cœur cette semaine, c'est l'horreur. Et tu vas me dire, mais je Christophe... sais que tu adores les films sanguinolents, moi je ne le supporte pas. C'est ça, tu vas me dire... Quel plaisir à se faire peur au cinéma, je ne peux pas moi. Déjà le noir, mais alors en plus quand il y a des... Voilà. Shining, pour moi, c'était une torture. Hein. Exact. Et donc, tu vas me dire, Christophe, arrête de te faire des films. Bah oui. Tu auras bien raison. Ça nous manque les jeux de mots. Tu as eu beaucoup de succès la semaine dernière à ce sujet. Effectivement. Je vais vous parler d'un film qui vient de sortir et qui s'appelle Evil Dead Rise. Oula, un programme. Et j'adore les films d'horreur, en règle générale. C'est un film qui est distribué, donc c'est un film d'horreur qui est distribué par Warner, écrit et dirigé par Lee Cronin. Comme acteur, il y a Alyssa Sutherland, il y a Lily Sullivan, etc., etc. Et il y a une particularité, c'est que dans ce film, il y a eu 6500 litres de faux sang qui ont été utilisés dans ce film. Et même, petite anecdote, pour préparer tout ce faux sang, ils ont dû louer une cuisine industrielle pour toujours avoir apporté en fait la possibilité de fabriquer ce faux sang. Je vous laisse imaginer les litres et les litres d'hémoglobine, fausse évidemment, qui passent dans ce film, mais c'est drôlement bien fait. Et puis, ça nous rappelle aussi les années 80, parce que si vous vous souvenez bien, en fait, Evil Dead, c'est un ancien film. Il y a eu la série il n'y a pas tellement longtemps, et là, c'est le renouveau en film. On parle d'éducation. Oui, c'est l'éducation, mais dans Refait la Pop, tu pourras nous en parler de ta passion pour les films d'horreur. Je crois que c'est prévu. Je ferai ça. Promis. Merci beaucoup, Christophe. De ton côté, Laurent, ton coup de cœur commun donc avec Laurent, avec Stéphane. Exactement, c'est un coup de cœur commun avec Stéphane. Donc en fait, c'est une plateforme qui est ouverte il y a quelques heures. Hein. Alors au moment où sera diffusée l'émission, elle aura déjà quelques jours. Mais au moment où on la tourne, elle a quelques heures. C'est une plateforme qui s'appelle Course AI. Donc c'est courseai.co. Et en fait, vous posez juste une phrase sur un sujet. Donc ça marche en multilangue, hein, ça marche en français, en anglais, mais dans d'autres langues aussi. Vous dites juste quelques mots et ça vous fait une sorte de un cours, ça vous rédige un petit cours avec y compris des QCM à la fin. C'est assez subtil, on l'a testé. Donc ça c'est le ChatGPT mais pour les profs. Alors c'est pas le ChatGPT pour les profs parce que très vite tu atteins la limite. Aujourd'hui on en est à une version très light, mais sur un sujet. Tout à l'heure on s'est amusé. Brice est un grand expert de la littérature et donc on a posé une question. C'est moi qui l'ai posée, c'est pas Brice, mais je sais pas si vous auriez choisi le même siècle, la même partie, ça. J'aime beaucoup le XVIIe siècle. Alors donc on a pris de la littérature au XVIIe siècle et c'était. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que c'était flatteur. Il y avait des petites erreurs. Moi, je les voyais pas, tu vois. Mais Brice lui a dit, là, c'est pas parfait. Et c'est là où on sent mais non, c'est là où mais ça fait illusion. C'est ce qu'on disait. Et encore une fois, on en revient à l'esprit critique. Ce qu'il faut, c'est être capable de juger. Mais par contre, ça facilite.
on supprime la page blanche, quoi. Tu vois, le syndrome de la page blanche, j'arrive pas à commencer. À tester, donc. À tester, exactement. Prenez un sujet, vous tapez un sujet et vous le laissez calculer. Ça calcule pendant 2-3 minutes et ça vous fait. Les QCM sont géniaux. Il faut répondre aux QCM. Hein. Parce qu'Apple va sortir des lunettes de réalité augmentée mixtes. Vous avez 20 minutes pour répondre. Je relève les copies en fin d'émission. On pose la question. Les lunettes de réalité augmentée chez Apple. Voilà. De mon côté, c'est une petite application pour iOS, pour iPhone notamment, qui s'appelle Rode Capture. Si vous recherchez une app de prise de vue pour votre iPhone et que vous souhaitez, par exemple, régler le niveau de micro, alors Rode, c'est fabricant célèbre de micro australien, il n'est plus nécessaire de mettre la main à la poche. D'habitude, il faut acheter des logiciels payants, mais plus avec Rode Capture, qui permet de gérer toutes les micros de la marque, australienne, on l'a dit, ou autres, mais également de filmer en activant 2 caméras de l'iPhone simultanément. Vous pouvez filmer un autoportrait, par exemple, et en parallèle capter la vidéo de l'optique grand angle, ou encore le zoom. Vous pouvez choisir l'image que vous souhaitez passer en plein écran et la seconde en vignette, ou afficher encore les 2 captations en split screen. Un seul petit bémol, impossible de filmer en 25 images par seconde. On sait que c'est important pour nous, mais bref. Une jolie pépite, donc gratuite pour iOS, que j'ai trouvée sur le site de l'ami Laurent Close de vidéoonline.info, si vous vous intéressez notamment au Mojo, cette nouvelle pratique qui veut qu'on filme, notamment dans le journalisme, qu'on filme désormais avec des iPhones. On peut être en direct, des outils performants et de plus en plus légers. Et puis, encore un petit coup de cœur, on le répète, on a enregistré un nouvel épisode d'On refait la F1. Vous retrouvez quelques chroniqueurs de On refait le Mac. Nous sommes aussi des passionnés de Formule 1. Allez voir cette émission, elle est faite sans prétention et avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'humour. Vous le retrouvez désormais en plus d'On refait le Mac, d'On refait la pop, d'On refait la tech. On refait la F1, c'est tous les jeudis avant chaque Grand Prix de F1. Comme quoi, on a tous nos côtés obscurs, mon cher Brice. C'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Brice de nous avoir raconté votre belle histoire. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. On a passé presque 1h20 ensemble. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Merci Laurent, merci Christophe. Merci à Stéphane dans l'embrasse de loin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine, dans 15 jours, on va voir. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très vite. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de liker, c'est important pour rendre fou d'On refait le Mac, l'algorithme de YouTube. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.